ans, j'ai cassé mon cochon, je suis allé voir les putes. Mon cochon, c'était une tirelire en porcelaine vernie, couleur de vomi, avec une fente qui permettait la pièce de rentrer, mais pas de sortir. Mon père l'avait choisi, cette tirelire à sens unique, parce qu'elle correspondait à sa conception de la vie. L'argent, c'est fait pour être gardé, pas dépensé. Il y avait 200 francs dans les entrailles du cochon. 4 mois de travail. Et un matin, avant de partir au lycée, mon père m'avait dit: Moïse, je ne comprends pas, il manque de l'argent. Alors, désormais, tu inscriras sur le cahier de la cuisine tout ce que tu dépenses lorsque tu fais les courses. Bon. C'était pas suffisant de se faire engueuler au lycée comme à la maison. Pas suffisant de laver, de cuisiner, d'étudier. Pas suffisant d'être l'esclave plutôt que le fils d'un avocat sans affaires et sans femme. Il fallait aussi que je passe pour un voleur. Ah ben. Puisque j'étais déjà soupçonné de voler, autant le faire. Il y avait donc 200 francs dans les entrailles du cochon. Et 200 francs, c'était le prix d'une fille rue de Paradis. C'était le prix de l'âge d'homme. Alors les premières, elles m'ont demandé ma carte d'identité. Malgré ma voix, malgré mon poids, j'étais gros comme un sac de sucrerie. À douter des 16 ans que j'annonçais. Vous avez dû me voir passer et grandir toutes ces dernières années accroché à mon filet de légumes. Hein. Mais au bout de la rue, sous le porche, il y avait une nouvelle. Elle était ronde, belle comme un dessin. Alors, je lui ai montré mon argent. Elle a souri. T'as 16 ans, toi? Bah ouais, depuis ce matin. Et on est monté. J'y croyais à peine. Elle avait 22 ans, c'était une vieille. Elle était toute pour moi. Alors, elle m'a expliqué comment on se lavait et puis comment on devait faire l'amour. Ouais, bien sûr, moi je savais déjà. Mais je la laissais parler pour qu'elle se sente plus à l'aise. Puis j'aimais bien sa voix. Un peu boudeuse, un peu chagrinée. Et tout le long, j'ai failli m'évanouir. À la fin, elle m'a caressé gentiment les cheveux, puis elle a dit: il faudra revenir et me faire un petit cadeau. Ça a failli gâcher ma joie. J'avais oublié le petit cadeau. Ça y est, j'étais un homme, j'avais été baptisé entre les cuisses d'une femme, je tenais à peine sur mes pieds tant mes jambes tremblaient encore, et les ennuis commençaient. J'avais oublié le fameux petit cadeau. Alors, je suis revenu en courant dans l'appartement, je me suis rué dans ma chambre, j'ai regardé partout autour de moi ce que je pouvais offrir de plus précieux, et j'ai recouru d'Ardin, rue de Paradis. Et la fille, elle était toujours sous le porche. Je lui ai donné mon ours en peluche. Et c'est à peu près au même moment que j'ai connu M. Ibrahim. M. Ibrahim, il avait toujours été vieux. Unanimement, hein. De mémoire de rue Bleue et de rue du Faubourg Poissonnière, on avait toujours vu M. Ibrahim dans son épicerie, de 8h du matin jusqu'au milieu de la nuit, arc-bouté entre sa caisse et les produits d'entretien. Il avait des yeux en pistache, vert, marron, plus clair que sa peau brune tachée par la sagesse, parce que M. Ibrahim, de la vie générale, passait pour un sage. Sans doute parce qu'il était depuis au moins 40 ans l'arabe d'une rue juive. Sans doute aussi parce qu'il souriait beaucoup et parlait peu. Et sans doute parce qu'il semblait échapper à l'agitation ordinaire des mortels, surtout des mortels parisiens. Il ne bougeait jamais, telle une branche greffée sur son tabouret, ne rangeait jamais son étal devant qui que ce soit, et disparaissait on ne sait où entre minuit et 8h du matin. Tous les jours, donc, je faisais les courses et les repas. J'achetais que des boîtes de conserve. Alors, si je les achetais tous les jours, c'était pas parce qu'elles étaient plus fraîches, mais parce que mon père, il me donnait l'argent que pour une journée. Puis, c'était plus facile à cuisiner. Lorsque je me suis mis à voler mon père pour le punir de m'avoir soupçonné, je me suis mis aussi à voler M. Ibrahim. Là, j'avais un peu honte. Mais pour lutter contre ma honte, je pensais très fort au moment de payer. Oh, après tout, c'est qu'un arabe, hein. Tous les jours, je fixais les yeux de M. Ibrahim et ça me donnait du courage. Après tout, c'est qu'un arabe, hein. Ah, je suis pas arabe, Momo. Je viens du Croissant d'Or.
J'ai ramassé mon filet de légumes, je suis sorti dans la rue, j'étais groggy. Monsieur Ibrahim, il m'entendait penser. Mais alors, s'il m'entendait penser, il savait peut-être aussi que je laisse croquer. Le lendemain, je dérobais aucune boîte de conserve, mais je lui demandais c'est quoi le croissant d'or? J'avoue que toute la nuit, j'avais imaginé monsieur Ibrahim sur la pointe d'un croissant d'or et volant dans un ciel étoilé. Ça désigne une région qui va de l'Anatolie jusqu'à la Perse, Momo. Le lendemain, j'ajoutais en sortant mon porte-monnaie, je m'appelle pas Momo, mais Moïse. Le lendemain, c'est lui qui ajouta, je sais bien que tu t'appelles Moïse. C'est bien pour ça que je t'appelle Momo, c'est moins impressionnant. Le lendemain, en comptant mes centimes, je lui demandais qu'est-ce que ça vous faire à vous? Moïse, c'est juif, c'est pas arabe. Ah, je suis pas arabe, Momo, je suis musulman. Alors pourquoi tout le monde dit que vous êtes l'arabe de la rue si vous n'êtes pas arabe? Arabe, Momo, ça veut dire ouvert de 8h du matin jusqu'à minuit et même le dimanche dans l'épicerie. Et ainsi allait la conversation. Une phrase par jour. Nous avions le temps, lui parce qu'il était vieux et moi parce que j'étais jeune. Et un jour sur deux, je dérobais une boîte de conserve. Je crois que nous aurions mis 1 an ou 2 à faire une conversation d'1 heure si nous n'avions pas rencontré Brigitte Bardot. Grande animation rue Bleue. La circulation est arrêtée, la rue bloquée, on tourne un film. Tout ce qui a un sexe. Rue Bleue, rue Papillon et rue du Faubourg Poissonnière est en alerte. Les femmes, elles veulent vérifier si elle est aussi bien qu'on le dit. Et les hommes, eux, ils pensent plus, ils ont le discursif qui s'est coincé dans la fermeture de la braguette. Brigitte Bardot est là. Et la vraie Brigitte Bardot. Moi, je me suis mis à la fenêtre et je la regarde. Et elle me fait penser à la chatte des voisins du 4e. Une jolie petite chatte qui adore s'étirer au soleil sur le balcon et qui semble ne vivre, ne respirer et ne cligner des yeux que pour provoquer l'admiration. En avisant mieux, je me rends compte que la Bardot, elle ressemble vraiment au but de la rue de Paradis, hein. Non, sans réaliser qu'en fait, c'est les putes de la rue de Paradis qui se déguisent en Brigitte Bardot pour attirer le client. Enfin, au comble de la stupeur, je m'aperçois que M. Ibrahim est sorti sur le pas de sa porte. Pour la première fois, depuis que j'existe du moins, il a quitté son tabouret. Après avoir observé le petit animal Bardot s'ébrouer devant les caméras, je songe à la belle blonde qui possède mon ours, et je décide de descendre chez M. Ibrahim et de profiter de son inattention pour lui escamoter quelques boîtes de conserve. Catastrophe, il est retourné derrière sa caisse. Et ses yeux rigolent par-dessus les savons et les pinces à linge en observant la Bardot. J'ai jamais vu comme ça. Mais vous êtes marié, M. Ibrahim? Bien sûr, je suis marié. Il n'était pas habitué à ce qu'on lui pose des questions. Mais à ce moment-là, j'aurais pu jurer que M. Ibrahim, il n'était pas aussi vieux que tout le monde croyait. Imaginez, M. Ibrahim, que vous êtes dans un bateau avec votre femme et Brigitte Bardot. Votre bateau, il coule. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je parie que ma femme, elle sait nager. J'ai jamais vu des yeux rigoler comme ça. Il rit à gorge déployée, ses yeux. Ils font un boucan d'enfer. Soudain, branle-bas de combat. Monsieur Ibrahim se met au garde à vous. Brigitte Bardot entre dans l'épicerie. Bonjour, monsieur. Est-ce que vous auriez de l'eau? Mais, bien sûr, mademoiselle. Et là, l'inimaginable arrive. Monsieur Ibrahim, il va lui-même chercher une bouteille d'eau dans un rayon, il la lui apporte. Merci, monsieur. Combien je vous dois? 40 francs, mademoiselle. Oh, elle a haut le corps, la Bardot. Moi aussi, une bouteille d'eau, ça valait 2 balles à l'époque, pas 40, hein. Mais je ne savais pas que l'eau était si rare ici. Et c'est pas l'eau qui est rare, mademoiselle. Ce sont les vraies stars. Il a dit ça avec un sourire, avec un charme tellement énorme que la Bardot, la Brigitte, elle rougit légèrement, elle sort ses 40 francs et elle s'en va. Oh, quand même, là, monsieur Ibrahim, vous avez un de ces culots. Un petit moment.
Il faut bien que je me rembourse toutes les boîtes que tu me choulaves. C'est ce jour-là que nous sommes devenus amis. C'est vrai qu'à partir de là, j'aurais pu aller les escamoter ailleurs, mes boîtes de concert. Mais monsieur Ibrahim, il m'avait fait jurer. Momo, si tu dois continuer à voler, viens les voler chez moi. Et puis, dans les jours qui suivirent, monsieur Ibrahim me donna plein de trucs pour soutirer de l'argent à mon père sans qu'il s'en rende compte. Lui resservir du vieux pain de la veille ou de l'avant-veille passé dans le four, ajouter progressivement de la chicorée à son café, resservir les sachets de thé, allonger son Beaujolais habituel avec du vin à 3 francs, et le couronnement, l'idée, la vraie, celle qui montrait que M. Ibrahim était expert dans l'art de faire chier le monde, remplacer la terrine campagnarde par des pâtés pour chiens. Grâce à M. Ibrahim, le monde des adultes s'était fissuré. Il n'offrait plus le même mur uniforme contre lequel je me cognais. Une main se tendait à travers une fente. Alors, j'allais de nouveau économiser 200 francs. Et j'allais pouvoir me reprouver que j'étais un homme. Rue de Paradis, je marchais droit vers le portail où se tenait la nouvelle propriétaire de mon ours. Je lui ai apporté un coquillage qu'on m'avait offert. Un vrai coquillage de la mer, hein, de la vraie mer. La fille me fit un sourire. Et à ce moment-là, surgirent de l'année un homme qui courait comme un rat, puis une pute qui poursuivait en courant. Au voleur, mon sac, au voleur. Moi, sans hésiter une seconde, je tends la jambe en avant. Le voleur, il va s'étaler quelques mètres plus loin. Je bondis sur lui. Le voleur m'a regardé. Il s'est aperçu que j'étais qu'un môme, il a souri, prêt à me foutre une raclée. Mais comme la pute a déboulé en criant toujours plus fort, il s'est ramassé sur ses pattes et il a décampé. Heureusement, les cris de la putain m'avaient servi de muscle. Elle s'est approchée de moi, chancelant sur ses hauts talons. Merci, mon petit. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tu veux que je t'offre une passe? Ah oui, mais elle était vieille, elle avait au moins 30 ans. Mais monsieur Ibrahim, il m'avait toujours dit, faut pas vexer une femme. Ok. Et on est monté. Mais la propriétaire de mon ours, elle avait l'air outrée que sa collègue m'ait volé à elle. Alors, lorsque nous sommes passés devant elle, elle me glissa à l'oreille, viens demain. Moi aussi, je te le ferai gratuit. J'ai pas attendu le lendemain. Monsieur Ibrahim et les putes, ils me rendaient la vie avec mon père encore plus difficile. Je m'étais mis à faire un truc épouvantable et vertigineux. Des comparaisons. Lorsque j'étais avec mon père, j'avais toujours froid. Mais avec monsieur Ibrahim et les putes, il faisait plus chaud, plus clair. Je regardais la haute et profonde bibliothèque héréditaire, tous ces livres censés contenir la quintessence de l'esprit humain, l'inventaire des lois, les subtilités de la philosophie, et je la regardais dans l'obscurité. Moïse, ferme les volets, la lumière bouffe les reliures. Puis je regardais mon père lire dans son fauteuil, isolé dans le rond du lampadaire qui se tenait au-dessus de ses pages, telle une conscience jaune. Il était clos dans les murs de sa science. Il ne faisait pas plus attention à moi qu'un chien. D'ailleurs, il détestait les chiens. Il n'était même pas tenté de me jeter un os de son savoir. Alors, si je faisais un peu de bruit, oh, oui, tais-toi, je lis, je travaille, moi. Travailler, ça, c'était grand mot. La justification absolue. Ah, eh bien, heureusement que ton frère Popol n'était pas comme ça. Popol. Popol, c'était l'autre nom de ma nullité. Mon père me lançait toujours à la figure le souvenir de mon frère aîné Popol lorsque je faisais quelque chose de mal. Popol, il était très assidu à l'école. Popol, il aimait les maths. Il salissait jamais la baignoire. Popol, il faisait pas pipi à côté des toilettes. Et puis Popol, il aimait tant lire les livres qu'aimait papa. Au fond, c'était pas plus mal que ma mère soit partie avec mon frère Popol peu de temps après ma naissance. Parce que c'était difficile de se battre contre un souvenir. Alors vivre à côté d'une perfection vivante comme Popol, non, ça aurait été au-dessus de mes forces. Papa, tu crois qu'il m'aurait aimé, Popol?
Mon père me dévisage avec étonnement. Quelle question? Voilà ma réponse. Quelle question? Moi, j'avais appris à regarder les gens avec les yeux de mon père. Avec méfiance, avec mépris. Parler avec l'épicier arabe. Oui, même s'il n'est pas arabe, parce que arabe, ça veut dire ouvert la nuit, même le dimanche, dans l'épicerie. Rendre service aux putes. Ça, c'était des choses que je gardais dans un tiroir secret de mon esprit. Ça n'avait pas partie officiellement de ma vie. Mais pourquoi est-ce que tu ne souris jamais, Momo? Me demanda M. Ibrahim. Ça, c'était un vrai coup de poing, cette question, un coup de vache. J'étais pas préparé, moi. Sourire, M. Ibrahim, c'est un truc pour les gens riches. J'ai pas les moyens. Et justement, pour m'emmerder, il se met à sourire. Est-ce que tu crois que moi je suis riche? Vous avez toujours des billets dans la caisse. Je connais personne qui a autant de billets que vous devant lui, alors... Mais les billets, ça me sert à payer la marchandise et puis le local. Et à la fin du mois, il m'en reste pas beaucoup, tu sais. Et il souriait de nouveau, comme pour me narguer. Non, mais... Quand je dis que c'est un truc de gens riches, le sourire, M. Ibrahim, je veux dire que... c'est un truc pour les gens heureux. Eh bien, c'est là où tu te trompes, Momo. C'est sourire qui rend heureux. Mon œil, hein? Et c'est... Mon œil, je vous dis. T'es poli pourtant, Momo. Ah ben, bien obligé, sinon je prends des baffes. Ah, poli, c'est bien. Aimable, c'est mieux. Essaie de sourire. Tu verras. Bon, après tout... Demander gentiment comme ça par M. Ibrahim, qui en douce me file une boîte de choucroute garnie qualité supérieure, ça c'est. Le lendemain, je me comporte vraiment comme un malade qui aurait été piqué par maladie. Je souris à tout le monde. Non, madame, je m'excuse. J'ai pas compris mon exercice de maths. Voulant sourire. J'ai pas pu le faire. Eh bien, Moïse, je vais te le réexpliquer. Je l'ai jamais vu. Pas d'engueulade, pas d'avertissement, rien. À la cantine. Ouais, est-ce que je pourrais encore en avoir un petit peu de la crème de marron? Blanc sourire. Ah ouais, avec du fromage blanc. Et je l'obtiens. À la gym, je reconnais que j'ai oublié mes chaussures de tennis. Blanc sourire. Ah ouais, mais elles étaient en train de sécher, monsieur. Hein. Et le prof, il rit et il me tape sur l'épaule. C'est l'ivresse. Plus rien ne me résiste. Monsieur Ibrahim, il m'a donné l'arme absolue. Je mitraille le monde entier avec mon sourire. Et on ne me traite plus comme un cafard. Après le collège, je file rue de Paradis et je demande à la plus belle des putes, une grande noire qui m'a toujours refusé. Vlan sourire. On monte? T'as 16 ans, toi? Oh bah ouais, j'ai 16 ans depuis le temps. Vlan sourire. Et on monte. Bon alors, après, en me rhabillant, je lui explique que je suis journaliste et que je fais un grand article sur les prostituées, Vlan sourire, et que j'aimerais bien qu'elle me raconte un peu sa vie, si elle veut bien. C'est bien vrai que tu es journaliste, toi? Ouais, Vlan sourire, étudiant en journalisme. Et elle me parle. Je regarde ses seins palpiter doucement lorsqu'elle s'anime. J'y croyais à peine. Hein. Une femme me parle à moi. Une femme? Sourire, elle parle. Sourire, elle parle. Le soir, lorsque mon père rentre, je l'aide à retirer son manteau comme d'habitude et je me glisse dans la lumière devant lui pour être sûr qu'il me voit. Le repas est prêt. Vlan sourire. Il me regarde avec étonnement.
Mais je continue. C'est fatigant en fin de journée, mais je tiens le coup. Toi, t'as fait une connerie. Là, le sourire disparaît. Mais je ne désespère pas. Et au dessert, je réessaie. V'là, sourire. Là, il me dévisage avec malaise. Approche-toi, me dit-il. Je crois que mon sourire est en train de gagner. Et hop, une nouvelle victime. Je m'approche. Peut-être qu'il veut m'embrasser. Il m'a dit une fois que Popol, il aimait bien embrasser lui, que c'était un garçon très câlin. Peut-être que Popol, il avait compris le truc du sourire dès sa naissance. Ou alors que ma mère avait eu le temps de lui apprendre à Popol. Hein. Alors je suis près de mon père, contre son épaule. Ses cils battent dans ses yeux, et moi je souris à me déchirer la bouche. Va falloir te mettre en appareil, j'avais pas remarqué que tu avais les dents en avant. C'est ce soir-là que j'ai pris l'habitude d'aller voir M. Ibrahim la nuit, une fois que mon père était couché. Non, mais ça c'est de ma faute. Voilà. Parce que si j'étais comme mon frère Popol, ben mon père il m'aimerait plus facilement. Et qu'est-ce que t'en sais? Monsieur, il est parti, Popol. Et alors? Et peut-être que je supporterai plus ton père. Vous croyez? Il est parti, c'est bien une preuve, ça. Monsieur Ibrahim me donna ses pièces jaunes pour que j'en fasse des rouleaux, ça me calmait un peu. Vous l'avez connu, vous, Popol, monsieur Ibrahim? Vous l'avez connu, vous, Popol? Qu'est-ce que vous en pensiez, vous, Popol? Et il donna un coup sec dans sa caisse comme pour éviter qu'elle parle. Maman, je vais te dire une chose. Je te préfère 100 fois, 1000 fois, Popol. Ah bon? J'étais assez content, hein. Mais je voulais pas le montrer, alors je fermais les poings, je montrais un peu les dents, faut défendre sa famille, hein. Attention, hein, je vous permets pas de dire du mal de mon frère, hein. Qu'est-ce que vous aviez contre Popol? Ah, il était très bien, Popol, très bien. Et tu m'excuseras, moi, je préfère mon mot. J'ai été bon prince, je l'ai excusé. Une semaine plus tard, monsieur Ibrahim, il m'a envoyé un ami à lui, le dentiste de la rue Papillon. Décidément, il avait le bras long, hein, monsieur Ibrahim, hein. Et une semaine après, il m'a demandé... Maman, souris-moi, ça suffira bien. Non, je rigole. Mon ami, il m'a assuré que tes dents, elles n'avaient pas besoin d'appareil, hein. Et il s'est penché vers moi avec ses yeux qui rigolent. Imagine-toi rue de Paradis avec de la ferraille dans la bouche. À laquelle tu pourras encore faire croire que tu as 16 ans. Là, il avait marqué un sacré but, hein. Du coup, c'est moi qui lui ai demandé des pièces de monnaie pour me remettre l'esprit en place. Mais comment vous savez tout ça, vous, monsieur Ibrahim? Moi? Ah, moi, je sais rien. Je sais juste ce qu'il y a dans mon Coran. J'ai fait encore quelques rouleaux. Maman, c'est très bien d'aller chez des professionnels. Les premières fois, il faut toujours aller chez des professionnels, des femmes qui connaissent bien le métier. Plus tard, quand il mettra des complications, des sentiments, tu pourras te contenter d'amateurs. Je me sentais mieux. Et vous y allez, vous, parfois, rue de Paradis, monsieur Ibrahim? Ah, le paradis, il est ouvert à tous, hein. Vous charriez, monsieur Ibrahim. Vous n'allez pas me faire croire qu'à votre âge, vous y allez encore, hein. Et pourquoi? C'est réservé aux mineurs? Alors là, j'ai senti que j'avais dit une connerie, hein. Et Armand, qu'est-ce que tu dirais de faire une promenade avec moi? Oh, vous marchez des fois, monsieur Ibrahim? Voilà, j'avais encore dit une connerie. Mais j'ai ajouté un grand sourire. Mais non, c'est que je vous ai toujours vu assis sur votre tabouret. N'empêche, j'étais vachement content. Alors le lendemain, monsieur Ibrahim, il m'a amené à Paris. Et le Paris joli, hein, celui des photos, des touristes. On a marché le long de la Seine.
qui n'est pas vraiment droite, hein. Regarde, maman. La scène, elle adore les ponts. C'est comme une femme qui raffole des bracelets. Puis nous avons marché dans les jardins des Champs-Élysées, entre le théâtre et le Guignol. Puis, rue du Faubourg Saint-Honoré, où il y avait des magasins qui portaient des noms de marques. Hermès, Lanvin, Saint-Laurent, Cardin. Oh, ça faisait drôle, toutes ces vitrines immenses et vides, à côté de l'épicerie de M. Ibrahim, hein, qui n'était pas plus grande qu'une salle de bain, mais qui était remplie, hein, du sol au plafond, et où on trouvait empilés d'étagère en étagère, sur 3 rangées et 4 profondeurs, tous les articles, de première, deuxième et même de troisième nécessité. Oh, bah c'est fou, M. Ibrahim, parce que les vitrines de riches sont pauvres, hein. Il n'y a rien là-dedans. Eh oui, c'est ça le luxe, maman. Rien dans la vitrine, et rien dans le magasin, tout dans le prix. Puis, on a fini dans les jardins secrets du Palais Royal, où là, M. Ibrahim m'a payé un citron pressé et a retrouvé son immobilité légendaire, assis sur un tabouret de bar, à sucer lentement une Suzanis. Eh ben, ça doit être chouette d'habiter Paris. Ah, t'habites Paris, Momo? Ah non, moi j'habite rue Bleue. Je le regardais savourer sa Suzanis. Monsieur Ibrahim, moi je croyais que les musulmans ça buvait pas l'alcool. Ah oui, mais moi je suis soufi. Bon, là, j'ai senti que je devenais indiscret et que M. Ibrahim, il n'avait pas envie de me parler de sa maladie. Après tout, c'était son droit. Je me suis tu jusqu'à notre retour rue Bleue. Le soir, j'ai ouvert le Larousse de mon père. Il fallait vraiment que je sois inquiet pour M. Ibrahim, parce que moi, j'ai toujours été déçu par les dictionnaires. Soufisme. Courant mystique de l'islam, né au 8e siècle. Opposé au légalisme, il privilégie la religion intérieure. Voilà. Une fois de plus, les dictionnaires expliquaient bien que les mots qu'on connaissait déjà. Enfin, le soufisme, c'était pas une maladie, ça m'a déjà rassuré un peu. C'était une façon de penser. Même s'il y a des façons de penser qui sont aussi des maladies, disait souvent M. Ibrahim. Alors après, je me suis lancé dans un jeu de pistes pour essayer de comprendre tous les mots de la définition. Et de tout ça, il ressortait que M. Ibrahim, avec sa Suzanis, il croyait en Dieu la façon musulmane. Et d'une façon qui frisait la contrebande. Parce qu'opposé au légalisme. Et alors ça m'a donné du fil à retordre. Parce que si le légalisme, c'était bien le souci de respecter minutieusement la loi, comme disaient les gens du dictionnaire, ben, ça voulait dire en gros des choses a priori désagréables. À savoir que M. Ibrahim, ben, il était malhonnête. Et donc que mes fréquentations n'étaient pas fréquentables. Oui, en même temps, si respecter la loi, c'était faire avocat comme mon père, avoir un triste et tant de tristesse dans la maison, eh ben moi je préférais être opposé au légalisme avec M. Ibrahim. Hein. Enfin bon, les gens du dictionnaire expliquaient que le soufisme avait été créé par 2 mecs anciens, Al-Halaj et Al-Ghazali, qui avaient des noms habités une mansarde au fond de la cour, en tout cas rue Bleue, et ils précisaient que c'était une religion intérieure. Et ça, c'est sûr qu'il était discret, M. Ibrahim. Hein. Par rapport à tous les juifs de la rue, il était discret. Hein. Pendant le repas, j'ai pas pu m'empêcher d'interroger mon père qui était en train d'avaler un ragoût d'agneau tendance Royal Canin. Papa, est-ce que tu crois en Dieu? Il m'a regardé et il a dit lentement, tu deviens un homme à ce que je vois. Moi, je voyais pas le rapport. Et même un instant, je me suis demandé si quelqu'un ne lui avait pas répété que j'allais voir les filles rue de Paradis. Mais il a ajouté, non,
Je ne suis jamais arrivé à croire en Dieu. Jamais arrivé? Pourquoi? Faut faire des efforts. Il a regardé la pénombre de l'appartement et il a dit, oui, pour croire que tout ça a un sens, il faut faire beaucoup d'efforts. Mais papa, on est juifs, nous. Enfin, toi et moi. Oui. Et juif, ça n'a aucun rapport avec Dieu? Non. Pour moi, ça n'en a plus. Être juif, c'est seulement avoir de la mémoire. Une mauvaise mémoire. Et là, il avait vraiment la tête d'un type qui a besoin de plusieurs aspirines. Peut-être parce qu'il avait parlé. Une fois n'est pas coutume. Il s'est levé et il est allé se coucher directement. Quelques jours après, il est revenu à la maison encore plus pâle que d'habitude. Alors là, j'ai commencé à me sentir coupable. Je me suis dit qu'à force de lui faire bouffer de la merde, je vais détraquer la santé. Mais il m'a fait signe qu'il voulait me dire quelque chose. Il a bien mis 10 minutes avant d'y arriver. Je suis viré, Moïse. On ne veut plus de moi dans le cabinet où je travaille. Franchement, moi, ça m'étonnait pas beaucoup qu'on n'ait pas envie de travailler avec mon père. Hein. Il devait forcément déprimer les criminels. Hein. Mais en même temps, j'avais jamais imaginé qu'un avocat, ça puisse cesser d'être avocat. Il va falloir que je cherche du travail ailleurs. Il va falloir se serrer la ceinture, mon petit. Elle est allée se coucher. Visiblement, ça ne l'intéressait pas du tout de savoir ce que j'en pensais. Hein. Moi, je suis descendu voir M. Ibrahim, qui souriait en mâchant des arachides. Eh bien, comment vous faites, M. Ibrahim, pour être heureux? Je sais ce qu'il y a dans mon Coran. Faudra peut-être que je vous le pique un jour, votre Coran. Hein. Même si ça ne se fait pas quand on est juif. Bah, et qu'est-ce que ça veut dire pour toi, mon mot, être juif? J'en sais rien. Pour mon père, c'est être déprimé toute la journée. Pour moi, c'est seulement un truc qui m'empêche d'être autre chose. Monsieur Ibrahim me tendit une cacahuète. Ouh, t'as pas de bonnes chaussures, maman. Demain, on ira acheter des chaussures. Oui, mais, maman, un homme, ça passe sa vie dans seulement 2 endroits. Soit son lit, soit ses chaussures. J'ai pas les moyens, monsieur Ibrahim. Et je te les offre, c'est mon cadeau. Maman, t'as qu'une seule paire de pieds, faut en prendre soin. Si tes chaussures te blessent, tu les jettes. Tes pieds, tu pourras pas les jeter, hein. Quelques jours plus tard, je trouvais un mot sur le sol dans le hall sans lumière de notre entrée. Je ne sais pas pourquoi, mais à la vue de l'écriture de mon père, mon cœur se mit immédiatement à battre dans tous les sens. Moïse, excuse-moi, je suis parti. Je n'ai rien en moi pour faire un père, Popol. Alors là, c'était barré. Il avait certainement voulu me balancer une phrase sur Popol, du genre, avec Popol, j'y serais arrivé, mais pas avec toi. Ou Popol, lui, me donnait la force et l'énergie d'être un père, mais pas toi, bref. Encore une saloperie qu'il avait eu honte d'écrire. Hein. Oh, je percevais bien l'intention. Hein. Merci. Peut-être nous reverrons-nous un jour, plus tard, lorsque tu seras adulte, que j'aurai moins honte et que tu m'auras pardonné. Adieu. Oui, c'est ça, adieu. PS. J'ai laissé sur la table de la cuisine tout l'argent qui me restait. Voici la liste des personnes que tu dois contacter et informer de mon départ. Elles prendront soin de toi. Et là, suivez une liste de 4 personnes que je ne connaissais pas. Bon, de toute façon, ma décision était prise. Il fallait faire semblant. Mais il était hors de question que j'admette avoir été abandonné. Abandonné 2 fois, hein. La première fois à la naissance par ma mère, la deuxième fois à l'adolescence par mon père. Si jamais ça se savait, personne ne me donnerait jamais ma chance, moi.
Qu'avais-je de si terrible? Hein? Qu'avais-je donc qui rendait l'amour impossible? Bon, de toute façon, ma décision fut irrévocable. Je simulerai la présence de mon père. Alors, je ferai croire qu'il vit là, qu'il mange là, et qu'il partage toujours avec moi ses longues soirées d'ennui. D'ailleurs, j'attendis pas une minute, je descendis voir M. Ibrahim. Ah, M. Ibrahim, mon père, il n'arrive pas à digérer, qu'est-ce que je lui donne? Oh, lui faire une branca, maman. J'en ai une mignonnette. Merci, je remonte tout de suite à lui faire avaler, hein. Avec l'argent qu'il m'avait laissé, je pouvais tenir un mois. Alors, j'ai appris à imiter sa signature pour remplir les courriers nécessaires pour répondre au lycée. Je continuais à cuisiner pour deux. Tous les soirs, je mettais son couvert en face de moi. Simplement, à la fin du repas, je faisais passer sa part dans l'évier. Quelques soirs par semaine, pour les voisins d'en face, je me mettais dans son fauteuil avec son pull, ses chaussures, de la farine sur les cheveux. Hein, et je tentais de lire un beau Coran tout neuf que m'avait offert M. Ibrahim. Parce que je l'avais supplié. Bon, au lycée, je me dis que je n'avais pas une seconde à perdre. Il fallait que je tombe amoureux. On n'avait pas vraiment le choix parce que l'établissement n'était pas mixte. On était tous amoureux de la fille du concierge, Myriam, qui, malgré ses 13 ans, avait très vite compris qu'elle régnait sur 300 pubères assoiffés. Moi, je me suis mis à lui faire la cour avec une ardeur de noyer. Blanc, sourire. Ah ouais, je devais me prouver qu'on pouvait m'aimer. Je devais le faire savoir au monde entier, moi, avant qu'il ne découvre que même mes parents, les seuls obligés de me supporter, avaient préféré fuir. Je racontais ma conquête de Myriam à M. Ibrahim, qui m'écoutait avec le petit sourire de celui qui sait déjà la fin de l'histoire. Mais je faisais semblant de ne pas le remarquer. Et comment va ton père, Momo? Je ne vois plus le matin. Oh, ben, c'est qu'il a beaucoup de travail. Eh ben, il est obligé de partir très tôt avec son nouveau boulot, là. Ah bon. Et il n'est pas furieux que tu lises le Coran? Je me cache de toute façon. Et puis, j'y comprends pas grand-chose. Lorsqu'on veut apprendre quelque chose, Momo, on ne prend pas un livre. On parle avec quelqu'un. Moi, j'aime pas les livres. Ah bon? Et pourtant, vous-même, vous me dites toujours que vous savez ce... Ah oui, je sais ce qu'il y a dans mon Coran. Momo, j'ai envie de voir la mer si on allait en Normandie. Je t'amène. Oh, c'est vrai. Ah, si ton père est d'accord, naturellement. Ah, il sera d'accord. C'est sûr. Je vous dis qu'il sera d'accord. Parce que nous sommes arrivés dans le hall du grand hôtel de Cabourg. Là, ça a été plus fort que moi. Je me suis mis à pleurer. J'ai pleuré pendant 2 heures, 3 heures. Je n'arrivais plus à prendre mon souffle. Monsieur Ibrahim me regardait pleurer. Il attendait patiemment que je parle. À la fin, j'ai fini par articuler. Ah non. C'est trop beau ici, monsieur Ibrahim. Ah, c'est beaucoup trop beau, ça. Ah non, ça, c'est pas pour moi. Moi, je mérite pas ça. Monsieur Ibrahim a souri. La beauté, Momo, elle est partout. Où tu tournes les yeux. Ça, c'est dans mon Coran. Puis nous avons marché le long de la mer. Tu sais, Momo, l'homme à qui Dieu n'a pas révélé la vie directement, c'est pas un livre qui la lui révélera. Moi, je lui parlais de Myriam. Je lui en parlais d'autant plus que je voulais éviter de parler de mon père. Après m'avoir admis dans sa cour de prétendants, Myriam commençait à me rejeter comme un candidat non. Ça fait rien, disait M. Ibrahim. Ton amour pour elle, il est à toi. Il t'appartient. Même si elle le refuse, elle ne peut rien y changer. Elle n'en profite pas, c'est tout. Ce que tu donnes, Momo, c'est à toi pour toujours. Ce que tu gardes, c'est perdu à jamais.
Mais vous, monsieur Ibrahim, vous avez une femme? Ah oui. Et pourquoi vous n'êtes pas ici avec elle? Il a montré la mère du doigt. C'est bien une mère anglaise ici, hein? Vert et gris. C'est pas des couleurs normales, ça, pour de l'eau. Qu'elle a pris l'accent. Vous ne m'avez pas répondu, monsieur Ibrahim, pour votre femme. Pour votre femme. Non, non. Pas de réponse. C'est une réponse. Chaque matin, monsieur Ibrahim était le premier levé. Il allait vers la fenêtre et il reniflait la lumière et il faisait sa culture physique. Lentement. Tous les jours, toute sa vie, sa culture physique. Il était incroyablement souple. Et de mon oreiller, en trouvant les yeux, je voyais encore le long et nonchalant jeune homme qu'il avait dû être, il y a très longtemps. Ma grande surprise, ça fut de découvrir un matin que monsieur Ibrahim était circoncis. Vous aussi, monsieur Ibrahim? Les musulmans comme les juifs, maman. C'est le sacrifice d'Abraham. Le père tend son fils à Dieu en lui disant qu'il peut le prendre. Ce petit bout de peau qui nous manque, c'est la marque d'Abraham. Pour la circoncision, le père doit tenir son fils. Le père offre sa propre douleur au souvenir du sacrifice d'Abraham. Et bien avec M. Ibrahim, je me rendais compte que les juifs, les musulmans et même les chrétiens, eh ben, ils avaient eu plein de grands hommes en commun avant de se taper sur la gueule. Bon, ça ne me regardait pas. Ben, ça me faisait du bien. Après notre retour de Normandie, je ne me sentais pas différent. Non. Je pensais que le monde pouvait être différent. Je me disais que je pouvais ouvrir les volets, que les murs pouvaient être plus clairs. Je me disais que je n'étais peut-être pas obligé de garder ces meubles qui sentaient le passé, et pas le bon passé, non, le vieux passé, le rance, celui qui pue, là, comme une vieille serpillière. J'avais plus d'argent, alors je me suis mis à vendre les livres par lot aux bouquinistes des quais de Seine que M. Ibrahim m'avait fait découvrir lors de nos promenades. Et chaque fois que je vendais un livre, ben, je me sentais plus libre. Mon père, ça faisait 3 mois maintenant qu'il avait disparu. Je continuais à donner le change, je cuisinais pour deux. Mais curieusement, M. Ibrahim me posait de moins en moins de questions sur lui. Mes relations avec Myriam capotaient de plus en plus, mais ça me donnait un bon sujet de conversation la nuit avec M. Ibrahim. Certains soirs, j'avais des pincements au cœur. C'était parce que je pensais à Popol. Maintenant que mon père était parti, j'aurais bien aimé le rencontrer. C'est sûr. C'est sûr que je le supporterai plus maintenant qu'on ne me l'enverrait plus à la figure comme l'antithèse de ma nullité. Souvent, je me couchais en pensant que quelque part dans le monde, il y avait un frère beau et parfait que je ne connaissais pas. Mais peut-être qu'un jour, je le rencontrerai. Un matin, la police frappe à la porte et elle criait comme dans les films « Ouvrez, police !» Ça y est, je me suis dit, c'est fini, j'ai trop menti, ils vont m'arrêter. J'ai mis une robe de chambre, j'ai déverrouillé les verrous. Ben, ils avaient l'air beaucoup moins méchants que je l'imaginais. Ils m'ont même demandé poliment s'ils pouvaient rentrer. Bon, c'est vrai que moi aussi, je préférais m'habiller avant d'aller en prison. Dans le salon, l'inspecteur m'a pris gentiment la main et puis il m'a dit « Mon garçon, nous avons une mauvaise nouvelle. Votre père est mort. » Sur le coup, je ne sais pas ce qui m'a surpris le plus, la mort de mon père ou le vouvoiement du flic. En tout cas, je suis tombé assis dans le fauteuil. Il s'est jeté sous un train près de Marseille. Ça encore, c'était curieux. Pourquoi aller faire ça à Marseille? Des trains, il y en a partout. Il y en a autant, sinon plus, à Paris. Oh non, décidément, moi, je ne comprendrai jamais mon père. Hein. Tout indique qu'il était désespéré et qu'il a mis fin volontairement à ses jours. Ah, un père qui se suicide.
Alors, voilà qui n'allait pas m'aider à me sentir mieux, hein. Alors, finalement, je me demande si je préfère pas un père qui m'abandonne, hein. Ah, je pouvais au moins supposer qu'il était rongé par le regret. Le policier semblait comprendre mon silence. Il regardait la bibliothèque vide, l'appartement sinistre autour d'eux, en se disant que, ouf, dans quelques minutes, il l'aurait quitté. Qui doit-on prévenir, mon garçon? Et là, j'ai eu enfin une réaction appropriée. Je me levai et allai chercher la liste de noms qu'il m'avait laissée en partant. L'inspecteur a mis la liste dans sa poche. Nous allons confier cette démarche à l'assistante sociale. Et il s'est approché de moi avec des yeux de chien battus. Ouh, là, j'ai senti qu'il allait me faire un truc tordu, hein. Maintenant, j'ai quelque chose de délicat à vous demander. Il faudrait que vous reconnaissiez le corps. Oh! Alors ça a joué comme un signal d'alarme. Je me suis mis à hurler comme si on avait appuyé sur le bouton, hein. Alors, les policiers s'agitaient autour de moi, ils cherchaient l'interrupteur. Et seulement pas de chance, l'interrupteur c'était moi. Et je pouvais plus m'arrêter, hein. Mais monsieur Ibrahim, lui, il a été parfait. En entendant mes cris, il est monté. Il a tout de suite compris la situation. Et il a dit aux policiers qu'il irait, lui, reconnaître le corps à Marseille. Au début, les policiers, ils se méfiaient, parce qu'il avait vraiment l'air d'un arabe, hein. Et puis, comme je me suis remis à hurler, eh ben, les policiers, ils ont accepté ce que proposait M. Ibrahim. Après l'enterrement, j'ai demandé à M. Ibrahim, depuis combien de temps vous aviez compris pour mon père, M. Ibrahim? Depuis 4 mois. Mais tu sais, Momo, tu dois pas vouloir à ton père. Ah bon? Et comment? Un père qui me pourrit la vie, qui m'abandonne, et maintenant qui se suicide, ça c'est un sacré capital de confiance pour la vie, ça. Et en plus, il faudrait pas que je m'en veuille. Mais ton père, il n'a pas eu l'exemple devant lui. Il a perdu ses parents très jeunes parce qu'ils avaient été embarqués par les nazis pour aller mourir dans les camps. Ton père, il se remettait pas d'avoir échappé à ça. Peut-être qu'il culpabilisait d'être en vie. Ah, c'est pas pour rien qu'il s'est jeté sous un train. Hein? Et pourquoi? Parce que ses parents, ils avaient été mis dans un train pour aller mourir. Peut-être qu'il cherchait son train depuis toujours. S'il n'avait pas la force de vivre, non, c'est pas à cause de toi, mais non. C'est à cause de tout ce qui a été ou n'a pas été avant toi. Et M. Ibrahim me fourra des billets dans la poche. Tiens, va à rue de Paradis. Et les filles, elles se demandent où en est ton livre sur elles. J'ai commencé à tout refaire dans l'appartement de la rue Bleue. M. Ibrahim me donnait des pots de peinture, des pinceaux, il me donnait même des conseils pour rendre folle l'assistante sociale et gagner du temps. Puis l'après-midi, alors que j'avais ouvert toutes les fenêtres pour laisser partir les odeurs d'acrylique, une femme entra dans l'appartement. Je ne sais pas pourquoi, mais sa gêne, ses hésitations, sa façon de ne pas oser passer entre les escabeaux, d'éviter les taches sur le sol, j'ai tout de suite compris qui c'était. J'ai fait celui qui était très absorbé par ses travaux. Elle a fini par se racler faiblement la gorge. Et moi, j'ai joué la surprise. Vous cherchez? Je cherche Moïse, a dit ma mère. C'est drôle comme elle avait du mal à prononcer ce nom comme s'il ne passait pas dans sa gorge. Et moi, je me paie le luxe de me foutre de sa gueule. Et vous êtes qui? Je suis sa mère. La pauvre femme, j'ai de la peine pour elle. Elle est dans un état. Elle a dû sacrément se faire violence pour arriver jusqu'ici. Elle me regarde intensément, essayant de déchiffrer mes traits. Elle a peur. Elle a très peur. Et toi? Qui es-tu? Moi? J'ai envie de me marrer. On m'a pas aidé de se mettre dans des états pareils, surtout 13 ans après. Bah, moi, on m'appelle Momo. Son visage, il se fissure. J'ajoute en rigolant, ah, c'est un diminutif pour Mohamed. Elle devient plus pâle que ma peinture des plaintes, là. Ah bon, alors,
par Moïse. Ah non, madame, faut pas confondre, moi c'est Mohamed. Elle ravale sa salive au fond, elle n'est pas mécontente. Mais il n'y a pas un garçon ici qui s'appelle Moïse? Ben, moi j'ai envie de répondre, ben, je sais pas, c'est vous qui êtes sa mère, vous devriez savoir. Hein. Puis au dernier moment, je me retiens parce que la pauvre femme, elle n'a pas l'air de bien tenir sur ses jambes. À la place, je lui fais un joli petit mensonge plus confortable. Ben non, il est parti, madame Moïse. Il en avait marre d'ici. Il n'avait pas de bons souvenirs. Ah bon? Tiens, je me demande si elle me croit, là. Elle n'a pas l'air convaincue. Elle n'est peut-être pas si conne, finalement. Et quand reviendra-t-il? Oh ben, je sais pas. Quand il est parti, il a dit qu'il voulait retrouver son frère. Son frère? Bah oui, il a un frère, Moïse. Ah bon? Elle a l'air complètement déconcertée. Bah oui, Popol. Popol? Bah oui, madame, Popol, son frère aîné. Là, je me demande si elle ne me prend pas pour un demeuré, hein, ou alors elle croit vraiment que je suis Mohamed. Mais je n'ai jamais eu d'enfant avant Moïse. Je n'ai jamais eu de Popol, moi. Ah, c'est moi qui commence à me sentir mal. Elle le remarque, elle vacille tellement qu'elle va se réfugier dans un fauteuil, et moi je fais pareil de mon côté. Nous nous regardons intensément, le nez étouffé par les odeurs acides de l'acrylique. Elle m'étudie. Il n'y a pas un battement de mes cils qui lui échappe. Dis-moi, Momo, Mohamed. Oui, dis-moi, Mohamed. Tu vas le revoir, Moïse. Ça se peut. Je dis ça sur un ton détaché. J'en reviens pas d'avoir un ton si détaché. Elle me scrute le fond des yeux. Elle peut m'éplucher tant qu'elle veut, elle m'arrachera rien, je suis sûr de moi. Alors, si tu le revois un jour, Moïse, dis-lui que j'étais très jeune lorsque j'ai épousé son père, que je l'ai épousé uniquement pour partir de chez moi. Je n'ai jamais aimé le père de Moïse, mais j'étais prête à aimer Moïse. Seulement, j'ai rencontré un autre homme, et ton père... Pardon? Non, je veux dire son père à Moïse. Il m'a dit, pars et laisse-moi Moïse, sinon... Je suis parti. J'ai préféré refaire ma vie, une vie où il y avait du bonheur. C'est sûr que c'est mieux. Elle baisse les yeux. Elle s'approche de moi. Je sens qu'elle a envie de m'embrasser, mais je fais celui qui ne comprend pas. Elle me demanda d'une voix suppliante. Tu lui diras à Moïse? Ça se peut. Le soir même, je descendais chez M. Ibrahim et je lui dis en rigolant, alors, c'est quand vous m'adoptez, M. Ibrahim? Et lui, il me répond en rigolant, mais dès demain si tu veux, mon petit Momo. Alors là, il a fallu se battre. Le monde officiel, celui des tampons, des autorisations, des fonctionnaires agressifs quand on les réveille, personne ne voulait de nous. Mais rien ne décourageait M. Ibrahim. Le non, on l'a déjà dans notre poche, Momo. Le oui nous reste à l'obtenir. Ma mère, avec l'aide de l'assistante sociale, avait fini par accepter la démarche de M. Ibrahim. Et vous, M. Ibrahim, votre femme, elle veut bien? Ah, ma femme, elle est partie au pays il y a très longtemps. Je fais ce que je veux. Mais si tu as envie, cet été, nous irons la voir. Le jour où on l'a obtenu, le papier, le fameux papier, qui déclarait que désormais j'étais le fils de celui que j'avais choisi. Monsieur Ibrahim décida que nous devions acheter une voiture pour fêter ça. On fera des voyages, maman. Et cet été, on ira dans le Cloison d'Or. Et je te montrerai la vraie mer, la mer unique, la mer d'où je viens.
On pourrait pas y aller en tapis volant plutôt. Alors, nous sommes allés chez le garagiste. Maman, prends un catalogue et choisis une voiture. Bien, papa. C'est fou comme avec les mêmes mots, on pouvait avoir des sentiments différents. Hein. Quand je disais papa à M. Ibrahim, et j'avais le cœur qui riait, qui se regonflait, l'avenir scintillait. Je veux acheter ce modèle. C'est mon fils qui l'a choisi. Quant à M. Ibrahim, il était pire que moi qu'est-ce que le vocabulaire. Il mettait mon fils dans toutes les phrases, comme s'il venait d'inventer la paternité. Le vendeur commença par nous vanter les caractéristiques de l'engin. Ah, non, pas la peine de faire article. Je vous dis que je veux l'acheter. Bon, très bien. Eh bien, écoutez, avez-vous le permis, monsieur? Bien sûr. Et là, monsieur Ibrahim sortit de son portefeuille en marocain un document qui datait au minimum de l'époque égyptienne. Le vendeur examina le papyrus avec effroi. D'abord, parce que la plupart des lettres étaient effacées. Et ensuite, parce qu'il était écrit dans une langue qu'il ne comprenait pas. C'est un permis de conduire, ça? Ah, ça se voit, non? Bon, très bien. Alors, écoutez, nous pouvons vous proposer de payer en plusieurs mensualités. Par exemple, sur une durée de 3 ans, vous devriez... Ah, quand je dis que je veux acheter une voiture, c'est que je peux. Je paie comptant. Il était très vexé, là, M. Ibrahim. Hein. Décidément, ce vendeur commettait gaffe sur gaffe. Bien, mais alors écoutez, monsieur, faites-nous un chèque de... Ah, mais ça suffit. Je vous dis que je paie comptant, avec de l'argent, du vrai argent. Et là, il posa des liasses de billets sur la table, de belles liasses de vieux billets, bien rangés dans des sacs plastiques. Le vendeur est suffoqué. Mais personne ne paie en liquide. Ah, ça n'est pas possible. Et pourquoi? C'est pas de l'argent, ça. C'est pas du vrai argent, ça. Je l'ai bien accepté dans ma caisse, moi. Pourquoi pas vous? Maman, est-ce que nous sommes entrés dans une maison sérieuse? Non, très bien. Faisons comme ça. Très bien. Écoutez, nous vous mettrons la voiture à disposition dans 15 jours. 15 jours? Non, c'est pas possible. Dans 15 jours, je serai mort. 2 jours après, on nous livrait la voiture devant l'épicerie. Il était fort, M. Ibrahim, hein? Ah. Lorsqu'il monta dedans, il commença à toucher délicatement toutes les commandes avec ses longs doigts fins. Il s'essuya le front. Il était verdâtre. Momo, je sais plus. Mais vous avez appris? Oui. Il y a longtemps, avec mon ami Abdullah, mais... Mais quoi? Les voitures, elles n'étaient pas comme ça, hein. Il n'arrivait plus à trouver son air, hein, M. Ibrahim. Mais dites, M. Ibrahim, les voitures là dans lesquelles vous avez appris, elles n'étaient pas tirées par des chevaux? Ah non, mon petit Momo, non, des ânes. Oui, mais alors, l'autre jour, votre permis, qu'est-ce que c'était? Eh ben, c'était une vieille lettre de mon ami Abdullah qui me racontait comment s'était passée la récolte. Ah ouais, bah alors là, on n'est pas dans la merde, hein, M. Ibrahim. Ah bah là, tu l'as dit, hein, Momo. Il n'y a pas quelque chose dans votre Coran, comme d'habitude, là, pour nous trouver une solution? Ah, Momo, penses-tu? Le Coran, c'est pas un manuel de mécanique, hein? C'est utile pour les choses de l'esprit, pas pour la ferraille. Et puis dans le Coran, il voyage en chameau. Bon ben, ne vous énervez pas, M. Ibrahim. Finalement, M. Ibrahim décida que nous prendrions ensemble des cours de conduite. Comme je n'avais pas l'âge, c'est lui qui officiellement apprenait, tandis que je me tenais sur la banquette arrière et que je ne perdais pas une miette des instructions du moniteur. Sitôt le cours fini, nous sortions de notre voiture et je m'installais au volant.
rouler dans le Paris nocturne pour éviter la circulation. Mais je me débrouillais de mieux en mieux. Enfin, l'été est arrivé et nous avons pris la route. Des milliers de kilomètres. Nous traversions l'Europe par le sud, fenêtre ouverte. Nous allions au Moyen-Orient. Oh, c'était incroyable de découvrir comme l'univers devenait intéressant sitôt qu'on voyageait avec M. Ibrahim. Alors, comme j'étais crispé sur mon volant et que je me concentrais sur la route, M. Ibrahim, il me décrivait les paysages, le ciel, les nuages, les villages, les habitants. Le babil de M. Ibrahim. Cette voix fragile comme du papier à cigarette. Ce piment d'accent. Ces exclamations, ces étonnements auxquels succédaient les plus diaboliques roublardises. Eh bien, c'est ça pour moi le chemin qui va de Paris à Istanbul. Moi, l'Europe, je ne l'ai pas vue. Je l'ai entendue. Ouh! Là, bon mot, on est chez les riches, hein? Regarde, il y a les poubelles. À quoi les poubelles? Eh ben, si tu veux savoir si dans ton endroit là où tu es, c'est riche ou pauvre, tu regardes les poubelles. S'il n'y a ni ordures ni poubelles, c'est très riche. S'il y a les poubelles mais pas les ordures, c'est riche. S'il y a les ordures à côté des poubelles, c'est ni riche ni pauvre, c'est touristique. S'il y a les ordures, là c'est pauvre, sans les poubelles. Et si les gens ils habitent dans les ordures, alors là c'est très très pauvre. Hein. Ici c'est riche. Ah oui, c'est la Suisse. Hein. Ah non, non. Ah non, pas l'autoroute. Hein. Ah non, pas l'autoroute. Hein. L'autoroute, ça dit circuler, il n'y a rien à voir. Ah non, l'autoroute c'est fait pour les imbéciles qui veulent aller vite d'un point à un autre. Mais nous, on ne fait pas de la géométrie, on voyage. Ah, trouve-moi de jolis petits chemins qui montrent bien tout ce qu'il y a à voir. Eh bien, on voit bien que c'est pas vous qui conduisez, M. Ibrahim, hein? Momo, si tu veux rien voir, tu prends l'avion, comme tout le monde. Oh, là, c'est pauvre, hein, M. Ibrahim. Ah oui, c'est l'Albanie, hein? Et là, avec l'auto, tu sens, ça sent le bonheur. C'est la Grèce. Ah, regarde, les gens sont tranquilles. Ils prennent le temps de nous regarder passer, ils respirent. Tu vois, moi, Momo, j'ai beaucoup travaillé toute ma vie. Mais j'ai travaillé lentement, en prenant bien mon temps. Je n'avais pas envie de faire du chiffre et voir défiler les clients. Non. La lenteur, c'est ça, le secret du bonheur. Et qu'est-ce que tu veux faire plus tard, Momo? Oh, je sais pas. Ah si, je vais faire l'import-export. De l'import-export? Alors là, j'avais trouvé le mot juste. Hein. Le mot magique. Monsieur Ibrahim, il en avait plein la bouche. Import-export. Mais c'était un mot sérieux et aventurier à la fois. Un mot qui évoquait les voyages, les bateaux, les gros colis, les chiffres d'affaires. Un mot aussi lourd que les syllabes qu'il faisait rouler. Import-export. Je vous présente mon fils Momo, qui un jour fera de l'import-export. Nous avions plein de jeux. Il me faisait rentrer dans un monument religieux avec un bandeau sur les yeux pour que je devine la religion à l'odeur. Là, ça sent le cierge, c'est catholique. Oui, c'est Saint-Antoine. Là, ça sent l'encens, c'est orthodoxe. Et c'est vrai, c'est Sainte-Sophie. Là, ça sent les pieds, c'est musulman. Ah non, vraiment, là, ça trop fort, hein. Quoi? Mais c'est la mosquée bleue. Hein? Un endroit qui sent le col, c'est pas assez bien pour toi, parce que tes pieds à toi, ils sentent jamais, hein. Un lieu de prière fait pour l'homme avec des hommes dedans, hein. Toi, ça te dégoûte. Ah, t'as bien des idées de Paris, là.
Eh ben moi, ce parfum de chaussette, ça me rassure. Je me dis que je ne vaux pas mieux que mon voisin. Je me sens, je nous sens, donc je me sens déjà mieux. Après Istanbul, M. Ibrahim a beaucoup moins parlé. Il était ému. Bientôt, nous rejoindrons ma mère de naissance. Et chaque jour, il voulait que nous roulions plus lentement encore. Il voulait savourer. Il avait peur aussi. Bon, ben alors, où allait votre mère, M. Ibrahim? Montrez-moi sur la carte. Ah, m'embête pas avec tes cartes, Momo. On n'est pas au lycée ici. Nous sommes arrêtés dans un village en montagne. Je suis heureux, Momo. Tu es là et je sais ce qu'il y a dans mon Coran. Maintenant, je veux t'amener danser. Danser? Il faut absolument. Le cœur de l'homme, c'est comme un oiseau qui aspire à se fondre en Dieu, enfermé dans la cage du corps. Viens, allons au teke. Au quoi? Bah, drôle de dancing, j'ai dit en franchissant le seuil. Hein. Mais le teke, c'est pas un dancing. C'est un lieu de prière, c'est un monastère. Momo, pose tes chaussures. C'est là que pour la première fois j'ai vu des hommes tourner. Les derviches portaient de longues robes pâles, lourdes et souples. Les tambours retentissaient et les moines se transformaient alors en toupies. Regarde, Momo. Ils tournent sur eux-mêmes. Ils tournent autour de leur cœur qui est le lieu de la présence de Dieu. C'est comme une prière. Mais vous appelez ça une prière, vous? Mais oui, Momo. Ils perdent tous les repères terrestres. Cette pesanteur qu'on appelle l'équilibre, ils deviennent des torches qui se consument dans un grand feu. Et c'est Momo. Ici. Suis-moi. Et M. Ibrahim et moi, on s'est mis à tourner. Les premiers tours, je pensais, je suis heureux avec M. Ibrahim. Puis je me disais, je n'en veux plus à mon père d'être parti. Et à la fin, je pensais même, après tout, ma mère, elle n'avait pas vraiment le choix lorsqu'elle n'est pas... Alors, Momo, tu as senti de jolies choses? Ah ouais. Ah oui, c'était incroyable. J'avais la haine qui se vidangeait. Si les tambours ne s'étaient pas arrêtés, je crois que j'aurais traité le cas de ma mère. Hein. Oh. C'était vachement agréable de prier, M. Ibrahim. Même si j'aurais préféré prier avec, en gardant mes baskets. Hein. Et le corps devient lourd, puis l'esprit devient léger. Les jours suivants, on s'arrêtait souvent pour danser dans des tekés que connaissait M. Ibrahim. Lui, parfois, il ne tournait pas. Il se contentait de prendre un thé en plissant les yeux. Mais moi, je tournais comme un enragé. Non, en fait, non. Je tournais pour devenir un peu moins enragé. Le soir, sur les places publiques, j'essayais de parler un peu avec les filles. Je faisais un maximum d'efforts, mais ça ne marchait pas très fort. Hein. Alors que M. Ibrahim, lui, qui faisait rien d'autre que boire sa Suzanne en souriant, avec son air doux et calme, et bien au bout d'une heure, il y avait toujours plein de monde autour de lui. M. Ibrahim, est-ce que vous trouvez que je suis beau? Mais tu es très beau, maman. Non, c'est parce que je veux dire... est-ce que vous pensez que je serais assez beau pour plaire aux filles sans payer? Ah, dans quelques années, c'est elles qui paieront pour toi. Ouais, pourtant, pour le moment, le marché est calme. Hein.
Ah oui, évidemment. T'as vu comme tu t'y prends, hein? Tu les fixes en ayant l'air de dire regardez comme je suis beau. Alors forcément, elle rigole, hein? Non. Il faut que tu le regardes en ayant l'air de dire j'ai jamais vu plus belle que vous. Pour un homme normal, Bobo, comme toi et moi, pas Alain Delon ou Madeleine Brando, hein? Ta beauté, c'est celle que tu trouves à la femme. Nous regardions le soleil se faufiler à travers les montagnes et le ciel devenir violet. Papa fixait l'étoile du soir. Une échelle a été mise devant nous, Momo, pour nous évader. L'homme a d'abord été minéral, puis végétal, puis animal. Ça, animal, il n'a pas pu l'oublier, il le redevient trop souvent. Puis l'homme est devenu homme doué de connaissance, de raison et de foi. Tu imagines le chemin que tu as parcouru de la poussière jusqu'à aujourd'hui? Et plus tard, lorsque tu auras échappé à ta condition d'homme, tu deviendras un ange. Tu en auras fini avec la terre. Quand tu danses, tu en as le pressentiment. Ouais, moi, je ne sens pas grand-chose, hein. Vous vous souvenez, vous, monsieur Ibrahim, d'avoir été une plante? Tiens, un moment, qu'est-ce que tu crois quand je reste des heures assis sur mon tabouret dans l'épicerie? Enfin, le fameux jour arriva où monsieur Ibrahim m'annonça que nous allions arriver à sa mère de naissance et rencontrer son ami Abdullah. Il était tout bouleversé comme un jeune homme. Il voulait d'abord y aller seul en repérage. Il m'a demandé de l'attendre sous un olivier. C'était l'heure de la sieste, je me suis endormi contre l'arbre. Quand je me suis réveillé, le jour était enfui. Puis j'ai attendu M. Ibrahim jusqu'à minuit. Après, j'ai marché jusqu'au village suivant. Quand je suis arrivé sur la place, des gens se précipitèrent sur moi. Je ne comprenais pas leur langue, mais ils parlaient avec animation et ils avaient l'air de très bien me connaître. Ils m'emmenèrent dans une grande maison. J'ai d'abord traversé une longue salle où plusieurs femmes accroupies gémissaient, et puis on m'emmena devant M. Ibrahim. Il était étendu, couvert de plaies, de bleu et de sang. La voiture s'était plantée contre un mur. Je me suis jeté sur lui. Il a ouvert les yeux, il a souri. Le voyage, il s'arrête là, Momo. Mais non, monsieur Ibrahim, on n'est pas encore arrivé à votre mère de naissance. Si. Moi, j'y arrive. Toutes les blanches du fleuve se jettent dans la même mer. La mer unique. Et là, ça a été malgré moi, je me suis mis à pleurer. Je suis pas content, Momo. J'ai peur pour vous, monsieur Ibrahim. Moi, je n'ai pas peur. Je sais ce qu'il y a dans mon Coran. Ah, ça, c'est une phrase qu'il n'aurait pas dû dire. Ça m'a rappelé de trop bons souvenirs. Alors, je me suis mis à sangloter encore plus. Tu pleures sur toi-même, Momo, pas sur moi. Moi, j'ai très bien vécu. J'ai vécu vieux. J'ai une femme qui est morte il y a très longtemps, mais que j'aime toujours autant. Puis j'ai eu mon ami Abdullah, que tu salueras bien pour moi. La petite épicerie marchait bien. La rue bleue, c'est une jolie rue, même si elle n'est pas bleue. Et puis, il y a eu toi. Alors pour lui faire plaisir, j'ai ravalé mes larmes, j'ai fait un effort et voulant sourire. Il était content, comme s'il avait moins mal. Voulant sourire. Il a fermé les yeux. Monsieur Ibrahim, chut, ne t'inquiète pas. Je ne meurs pas, Momo. Je vais rejoindre l'immense. Voilà.
Je suis resté un peu. Avec Monsieur Abdullah, on a beaucoup parlé de papa, on a beaucoup tourné aussi. Monsieur Abdullah, c'était comme un Monsieur Ibrahim, mais parcheminé. Plein de mots rares, de poésie su par cœur. Un Monsieur Ibrahim qui aurait passé plus de temps à lire qu'à faire sonner sa caisse. Les heures où nous tournions au teke, il appelait ça la danse de l'alchimie. La danse qui transforme le cuivre en or. Il citait souvent Rumi, il disait « Ce qui est vivant, fais-le mourir, c'est ton corps. Ce qui est mort, vivifie-le, c'est ton cœur. Ce qui est présent, fais-le disparaître, c'est le monde d'ici-bas. Ce qui est absent, fais-le venir, c'est le monde de la vie future. Ce qui existe, anéantis-le, c'est la passion. Ce qui n'existe pas, produis-le, c'est l'intention. Voilà. Et alors aujourd'hui encore, quand ça ne va pas, je tourne. Je tourne une main vers le ciel et je tourne. Je tourne une main vers le sol et je tourne. Je tourne. Le ciel tourne au-dessus de moi, le sol tourne au-dessous de moi. Je suis plus moi. Je suis un de ces atomes qui tournent autour du vide, qui est tout. Comme disait M. Ibrahim, ton intelligence, elle est dans ta chaussure, dans ta cheville. Et ta cheville a une façon de penser très profonde. Je suis revenu en stop. Je m'en suis remis à Dieu, comme disait M. Ibrahim lorsqu'il parlait des clochards. J'ai mendié et j'ai dormi à la belle étoile. Ça aussi, c'est un beau cadeau. Je ne voulais pas dépenser les billets que m'avait donné M. Abdullah quand il me les avait glissés dans sa poche en m'embrassant juste avant que je le quitte. Arrivé à Paris, je me suis rendu compte que M. Ibrahim avait tout prévu. Il m'avait émancipé. J'étais donc libre. Alors j'ai hérité de son épicerie, de son argent et de son Coran. Lorsque le notaire m'a remis l'enveloppe grise, j'ai sorti délicatement le précieux livre. J'allais enfin savoir ce qu'il y avait dans son Coran. Dans son Coran, il y avait 2 fleurs séchées et une lettre de son ami Abdullah. Voilà. Maintenant, je suis Momo. Tout le monde me connaît dans la rue. Finalement, je n'ai pas fait l'import-export. J'avais juste dit ça à M. Ibrahim pour l'impressionner un peu. De temps en temps, ma mère, elle vient me voir. Elle m'appelle Mohamed, pour pas que je me fâche. Elle me demande des nouvelles de Moïse, je lui en donne. Récemment, je lui ai annoncé que Moïse, il avait retrouvé son frère Popol et qu'ils étaient partis tous les deux en voyage. Et à mon avis, on ne les reverrait pas de sitôt. C'était peut-être plus la peine d'en parler. Elle a bien réfléchi. Avec moi, elle est toujours sur ses gardes. Puis elle a dit gentiment, « Oui, après tout, c'est pas plus mal. Il y a des enfances qu'il faut quitter, des enfances dont il faut guérir. » Voilà. Maintenant, je suis Momo, l'épicier de la rue Bleue, qui n'est pas bleu. Pour tout le monde, je suis l'arabe du coin. Et arabe, ça veut dire ouvert la nuit, même le dimanche, dans l'épicerie.
merci, merci, parce que ces applaudissements, on pourrait vous les retourner aussi, parce que sans vous, le spectacle n'existe pas, hein, et surtout le spectacle vivant. C'est très important d'avoir un public chaleureux et amical, surtout. C'est un partage, le théâtre, et voilà, donc avec mon frère, nous avons voulu partager ce moment d'émotion, lui en interprétation, moi en mise en scène et en technique, puisque je suis dans les coulisses parce que je me sens plus proche. Voilà. Et moi je fais qu'une chose, lui il en fait plein. Et nous allons dédier ce spectacle à notre père, que nous avons perdu il y a 2 jours. Merci. Si vous avez un peu de temps, ben, il va aller lui se changer, puis on vous retrouve. Je vais revenir un homme normal. Merci. Merci. Bravo.